On revient avec nos chers invités pour la suite. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Comme Valentin Mayaba est également là, lui il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et puis Samir Oussama, juriste de formation, défenseur des droits de l'homme. On aime beaucoup le Mali, on reste à Bamako également. On parlait de ces rapports un peu plus difficiles entre Paris et Bamako. Finalement, ce dernier a interdit les activités des organisations non gouvernementales financées par la France. Comme Valentin Mayaba avait la parole, je vous la redonne. Je la garde. Merci. Et alors, je disais à l'instant que dans le développement que nous avions eu à faire bientôt récemment, j'ai cru entendre mes co-débatteurs développer leur argumentaire sur des bases beaucoup plus fragiles à mon avis. Parce que quand vous pensez qu'un Africain qui lutte pour prendre son identité ou sa souveraineté, c'est vrai que au-delà de ce que nous disons, il y a eu la barre montée très haut, d'accord. Mais comprenez qu'il y a une réalité africaine qui réside en cette lutte-là que personne ne peut nier. Maintenant, nous ne pouvons pas, à chaque fois quand il y a un acte qui est posé, qu'on dise que cet acte qui est posé, ce n'est pas un acte courageux ou ce n'est pas un acte à saluer, il faut jeter tout parce que la France, sans la France, comme l'a dit Firmin, et le Mali ne peut pas vivre, sans la France, aucun pays ne peut vivre. Pour reprendre, francophone ne peut vivre. Bon, c'est facile à le dire, mais sauf qu'il sait, il sait que je sais que tout le monde sait que sans la France, ces pays-là vivront. Parce qu'il y a cela plus d'un an que le Mali a rompu avec ses relations diplomatiques avec la France. Le Mali aujourd'hui vit. Le Mali vit. Les populations, quand vous avez le micro-trottoir passé tout à l'heure, les gens ont repris les mêmes choses en disant que non, si le gouvernement a les moyens de justement de pouvoir faire une alternative. C'est une interrogation. Voilà, a les moyens. La question elle est là. Est-ce que le gouvernement a les moyens aujourd'hui? Peut-être Samir ou Rossama va. Oui, je vais terminer et il va prendre la parole. Moi, je dis que le gouvernement malien a les moyens. Je vais vous dire pourquoi il a les moyens. Aujourd'hui, les moyens dont nous disons que nous n'avons pas et que c'est les autres qui peuvent nous donner, c'est chez nous, ils prennent ces moyens pour nous les donner. Voilà. Donc ça veut dire que nous avons les moyens. Maintenant, sauf que de penser à quelle alternative, quelle stratégie développer, quel mécanisme mettre en place pour que ces moyens-là puissent véritablement nous être profitables. Voilà, alors oui, Samir, avant de vous retrouver, Firmin Teko Agbo, Samir, oui, votre réaction, est-ce que le gouvernement malien a les moyens? Est-ce que les moyens, ce sont les matières premières et autres? Je pense que Firmin a donné une belle illustration de cela. Nous n'avons pas de moyens, c'est-à-dire que pour pouvoir déterminer si vous avez des ressources financières nécessaires pour faire face aux besoins des populations, il faut que vous ayez le cash. Nous n'en avons pas. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Le Mali n'a pas de moyens aujourd'hui. La preuve. Et ils ont recouru à la Russie qui vient les aider. La Russie, au-delà de l'assistance militaire, eux-mêmes, ils ont fait un bilan la dernière fois que grâce à la Russie, ils se sont octroyés combien d'hélicoptères, ils se sont octroyés combien de matériel militaire, que depuis que le Mali a accédé à la souveraineté internationale, le Mali ne s'est jamais approvisionné en matériel militaire qu'avec l'arrivée des Russes. Donc eux-mêmes, ils se trahissent. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'extérieur, ils ont besoin de la Russie. Donc, mais ils n'ont pas besoin de la France aujourd'hui. En tout cas, selon ce qu'ils disent et selon ce que le doyen a développé, ils n'ont pas besoin de la France pour vivre. Moi, je dis tout simplement que l'état actuel où se trouvent nos pays aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de développement progressif. Donc, on se développe au fur et à mesure. Vous n'êtes pas sans oublier que nous venons de passer par une colonisation qui a duré 60 ans. Oui. Et après les indépendances, on a pris le temps pour se former. Et maintenant, c'est après qu'on est en train de s'industrialiser. Vous savez, le Togo est en train de mettre en place son PND avec un axe sur l'industrialisation, alors que ces pays-là sont loin depuis.
depuis des années. Comment pouvez-vous comparer un pays malien comme la France, un pays malien qui n'a pas la maîtrise totale de son territoire, un pays malien qui n'arrive pas à permettre aux enfants de se scolariser, un pays malien qui n'arrive même pas à permettre à chaque Malien d'avoir accès à des soins de santé adéquats lorsque cette population c'est la faute à qui? La faute aux Maliens, c'est la faute aux Maliens. C'est la faute aux Maliens parce que les relations qu'un pays comme le Mali et la France entretiennent, ce sont des relations qui se font sur une base, parce que ce sont des contrats qui se signent. Et le Mali a décidé de revoir ces contrats. Le Mali a décidé de revoir ces relations, mais ils ont dit à la fin de partie, est-ce qu'ils ont protesté? Ils sont partis. Si un jour ils disent à une entreprise française qui exploite une ressource minière du pays de partir, ils vont partir. Si par exemple, quand Dadis Camara est arrivé au pouvoir en Guinée et il a mis fin au contrat d'un certain nombre de sociétés minières qui exploitaient, ils sont restés. Ils sont partis. Ça veut dire que nous avons notre destin en main. Si nous voulons que les conditions des Maliens changent, si nous voulons que chaque Malien puisse, puisqu'on dit qu'il y a 7,5 millions de Maliens qui n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Et c'est grâce aux ONG qui interviennent et ça permet de soulager la population. Et aujourd'hui, quand l'autorité est en place, et en plus, ils ne sont pas issus d'une élection, c'est pas un coup d'État qui sont venus au pouvoir. Nous savons, c'est une question d'élection. Les élections en Afrique, on les connaît. La constitution que nous avons dans nos pays, c'est pas la France qui est venue nous la doter. C'est nous-mêmes. C'est une constitution française. Non. C'est une constitution issue sur les principes de la France. Tu n'es pas Ingolais a écrit la constitution de 1993 de 92. C'est un modèle français. Non, la constitution est d'inspiration française. C'est pas un modèle. Il y a des particularités que vous retrouvez dans notre régime politique que vous ne retrouverez pas en France. Excusez-moi. Donc, ce sont le développement de notre pays est dans le destin de nos dirigeants et de nos citoyens. Nous décidons de qui mettre au pouvoir, nous décidons de qui destituer de pouvoir. Quand subitement les gens avec la force arrivent à prendre le pouvoir et ils se permettent de tout faire, de tout décider à la place des Maliens, de tout décider à la place de ceux qui sont par exemple à Gao, où l'école a disparu, où les soins de santé n'arrivent pas à permettre aux Maliens de pouvoir avoir accès à des soins de santé lorsqu'ils sont malades, parce qu'il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas le matériel adéquat, parce que le budget du Mali est à moitié financé par l'extérieur. C'est une réalité aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on nous dise c'est une fierté nationale, il faut encourager cet état d'esprit. Je suis d'accord, au moment où vous êtes capable de prendre en main tous vos besoins, là on pourra... Donc on attend le retour justement des gens maliens. Vous avez entendu le développement de comme Valentin Mayaba et celui de Samir Ourossama. J'ai tout suivi. J'ai tout suivi, sauf que comme Valentin Mayaba ne veut pas voir, ou il s'interdit de voir une certaine réalité. Qui est la vraie? Comme Valentin Mayaba il s'interdit de voir une certaine réalité. Une chose dont je suis sûr, Assimi Goïta va tomber. Oui, il va tomber. Il va tomber. C'est pas. Assimi Goïta va tomber. Aujourd'hui, la fierté de certains. Quelle fierté? Fierté de peut-être un groupuscule. Vous savez, il y a une grande partie du territoire qui n'est pas contrôlée. Non, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire comme ça. C'est une facilité pourtant de le dire comme ça. Laisse-moi parler, je vous ai laissé parler. Je suis d'accord avec toi. Oui, donc le ministre des Affaires étrangères du Mali même a reconnu qu'il n'arrive pas à contrôler la totalité du territoire. Quand il était à Lomé. Quand il était à Lomé. Donc il y a une partie du territoire, une partie de la population malienne que Assimi Goïta lui-même n'arrive pas à contrôler. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas ses propres frères. Même quand les troupes françaises étaient au Mali, ils n'arrivaient pas à contrôler. Aujourd'hui, il y a progression un peu. Non, attendez, à ce niveau, nous allons parler bilan. Depuis qu'Assimi Goïta et sa troupe sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont pu engranger comme bilan? L'avancée des FAMA. L'avancée des FAMA, les FAMA sont toujours des plus faibles. Les FAMA ne sont pas les mieux formés. Les FAMA n'ont rien. Le dernier classement des armées, je vous montre. Le dernier classement. Ils ont occupé quelle place? Ils ont occupé quelle place? Les FAMA n'ont rien. Ils ont quel matériel? Les FAMA n'ont absolument rien. Sur le plan économique, quel bilan? Ça fait déjà plus de 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Quel bilan économique? Nul.
qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils sont toujours sur le marché de l'UEMOA. Des frontières. Non, attendez. Ils ont pris un coup. Mais ça fait partie du bilan. Ils ont résisté. Ils en sont fiers. C'est la plus grosse bêtise politique. C'est la plus grosse bêtise politique parce qu'ils ont résisté dans le malheur, les gens en ont souffert. Et ils sont régulièrement sur le marché de l'UEMOA en train de chercher de l'argent. C'est vous qui avez dit que les Maliens ont de l'argent qui peut subvenir aux besoins des populations aujourd'hui délaissées par les ONG françaises. Ils ont quel moyen? Ils n'ont rien. Si les moyens ils en avaient, ils ne se retrouveraient pas régulièrement sur le marché de l'UEMOA pour chercher de l'argent, des milliards. Ils n'ont rien. Une partie de leur budget, comme Sama l'a dit tout à l'heure, vient de l'extérieur. Comment ils pourront s'en sortir? Ils ne pourront pas. Moi, je dis aux Maliens, laissons ces histoires. Regardez, la Russie. Il y a la Russie et les États-Unis qui indirectement qui se bagarrent. Mais il y a des ONG américaines qui sont en Russie actuellement. Mais Vladimir Poutine ne va jamais se permettre de dire aux ONG américaines de quitter le territoire. Ça ne se fait jamais. C'est des choses, ça ne se fait jamais, ça ne rentre pas dans la diplomatie, ça ne rentre pas dans la sphère politique, c'est une bêtise. Assimi Goïta, il n'a aucun bilan, le bilan est nul. Sur le plan militaire, le bilan est nul. Sur le plan social, le bilan est encore plus nul. Sur le plan économique, le bilan est nullissime. Et il se dit qu'il a une certaine fierté. Vous qui n'arrivez même pas à contrôler une grande partie de votre territoire, vous allez où? En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que quand vous blessez un occidental, les autres occidentaux vont se retourner contre vous. Aujourd'hui, il est en train de blesser la France. Et ce qui est bizarre, et quoi que je veux dire, la France, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, il ne sait pas. Et quoi que les Américains... Alors, est-ce qu'on va continuer par les caresser, chaque fois les caresser? Le Mali demande quelque chose. Aujourd'hui, il faut quand même un peu les comprendre. Non, qu'est-ce qu'il veut caresser toujours l'occidental? Non, on ne dit pas qu'il faut caresser. Moi, je dis simplement... Vous savez, on dit aujourd'hui que les Occidentaux nous font du mal. Et puis nos ressources, ce sont des contrats. C'est nous qui signons ces contrats. C'est nous, ce sont les chefs de c'est justement ces contrats que les Maliens veulent refaire. Oui, ils ont raison. Maintenant, on dit les Français ou les Occidentaux sont en train de tuer nos frères africains. Vous avez déjà vu un Français tuer un dirigeant africain? Vous avez déjà vu ça? On parle de Thomas Sankara. Vous avez déjà vu un Français ou un Occidental tuer un Thomas Sankara? Ça n'a jamais existé. Ça veut dire le problème, c'est nous. Vous avez déjà vu un Français, ça n'existe pas. Ça me dit simplement. Moi, je vais dire simplement ceci. Ouais. Les Africains ne savent pas là où ils sont en train d'aller. Les Africains n'ont pas de repères. Ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent complètement. Ils se cachent dans un certain panafricanisme imaginaire qui n'existe pas, qui n'a aucun sens, qui n'existe pas sur cette planète. Ça n'existe pas. Moi, je dis aux Africains, sortons de ce panafricanisme imaginaire pour nous mettre dans une certaine réalité qui va nous aider à construire la Guinée équatoriale. Ils sont arrivés à ce niveau de développement. Vous pensez que c'est en chassant les Occidentaux, c'est en chassant les puissances étrangères. Ils sont arrivés à ce niveau de développement. En Guinée équatoriale, où le niveau de vie est très élevé par rapport au Mali, au Rwanda. C'est un exemple, c'est une fierté. Ce n'est pas en chassant les autres qu'on arrive à construire le pays. C'est en travaillant avec les autres, en veillant à ce que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Togo, en veillant à ce que nous ayons les bases élémentaires de relations. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit se remettre en cause et voir dans nos relations avec les autres comment est-ce qu'il faut agir pour que les intérêts des Africains, des Maliens soient protégés, que les intérêts des Togolais soient protégés. Mais ce n'est pas avec la violence qu'on construit un pays. Alors, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, justifie ces décisions dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par l'annonce récente par la France qu'elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali. Le Quai d'Orsay avait précisé que la France maintenait son aide humanitaire et quelques soutiens à des organisations de la société civile malienne. Alors, comme Valentin Mayaba, on remarque quand même que lorsqu'une décision est prise derrière, le Mali réagit et violemment surtout. Là, bien fait d'expliciter cette dernière partie où la France dit qu'elle
qu'elle suspend ses relations, enfin son aide au développement. Quelle garde je viens. C'est moi qui ai la parole. J'ai juste, pour ne pas perdre le fil, vous savez, les Occidentaux, ils ont gardé quelque chose dans ce qu'on appelle la citoyenneté. Quand on parle de citoyenneté, je l'ai toujours dit, il y a la civilité, il y a la civilité, il y a la solidarité. Ils ont compris que pour le bon fonctionnement du monde, il faut être solidaire, surtout dans le domaine humanitaire. Donc, ton frère qui est en difficulté, il faut l'aider à se relever un peu. C'est pour ça qu'ils ont gardé le volet humanitaire. Ça, c'est parce que la solidarité est obligatoire. Les Africains ne l'ont pas encore compris. Non, j'ai compris. Il faut nuancer. Il faut nuancer dans ce que nous disons, il faut nuancer quelque part. Parce que quand vous dites qu'il a dit qu'il suspend son aide économique au Mali et que l'aide humanitaire y reste, la France, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est dans cette optique justement que le Mali a réagi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un matin, on vous dit on ne veut pas de vous. Et vous quittez, vous allez suspendre l'aide. Et si vous voulez suspendre, c'est ce qu'il dit. Si vous voulez suspendez tout, vous allez voir si nous allons résister ou pas. En fait, c'est dans cette optique que se situe le Mali. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent, ne dites pas que même sans l'aide humanitaire, c'est ce que le Mali, c'est la réplique du Mali. Sans l'aide humanitaire, nous pouvons vivre. C'est là, moi, je nuançais tout à l'heure en disant que dans l'action politique d'un État à un autre, par exemple, si même il y a la détérioration des relations diplomatiques entre États, ça ne devait pas avoir un impact réel sur ce qui est ONG, sur ce qui est humanitaire et tout ce qui considère. C'est pourquoi je dis que c'est vrai, ceux dont nous parlons, nous disons la même chose, mais nous ne voulons pas nuancer les aspects. Parce que moi, je ne soutiens pas qu'on dise qu'un ONG, par exemple, qui intervient sur l'humanitaire, dans l'humanitaire, j'allais dire, dans le social, sur le plan de la santé, qu'on dise qu'on coupe l'aide ou qu'on coupe peut-être l'intervention de ces ONG sans justement trouver une alternative crédible pour répondre aux besoins réels des bénéficiaires. Je l'ai dit ici. Ouais, moi, vous l'aviez dit. Oui. Et également, les gens qui ont dit, ou l'interview qui a passé tout à l'heure, nous avons vu, ils l'ont dit, ils l'ont répété. Si le gouvernement peut justement trouver des formules juste pour donner une alternative crédible à la suspension, à la décision qui a été donnée. Moi, je dis, tout ce tohu-bohu-là, c'est la France qui l'a créé. Aujourd'hui, nous disons que personne ne soutient le Mali même n'a pas dit qu'il est fini avec des partenaires. Il dit je ne veux plus de la France. Ce n'est pas pour dire que le Mali dit que aucun partenaire ne peut venir. Et c'est aussi des partenariats gagnant-gagnant. Le Mali. Quand vous êtes en train de dire que la méthode, on vous dit que la France dit non, je quitte. Est-ce que le Mali va mourir? C'est ce que vous soutenez. La dernière pause, on revient pour parler du Tchad et du Togo.